La Vénus Hottentote est le symbole d'une époque honteuse de l'histoire. C'est un chapitre que beaucoup préféraient oublier, exposer, exploiter, humilier. Dans cette vidéo, on va se demander était-elle une prostituée sous contrat ou la victime d'un système colonial déshumanisant. Je suis Amanda et j'analyse l'artisanat africain en l'introduisant dans la culture populaire. Si c'est une expérience qui t'intéresse, reste connecté et abonne-toi. Mbote Nabino Bokotana Kimia, bonjour à tous, entrez en paix. Vénus prend sa source dans les mythes d'origine gréco-romaine. Donc la Vénus était la déesse de la séduction, de l'amour, de la fertilité. Commençons par définir la Vénus Hottentot. Vénus Hottentot, c'est une appellation. Il y a eu un fort engouement au XIVe, XVe, XVIe siècle dans la société européenne, occidentale. Et il y avait cette envie et ce fantasme de l'ancienne époque. Et c'est pour ça que ces mythes-là et ces déesses et ces dieux de l'époque gréco-romaine ont été mis au goût du jour. Et il y a eu énormément d'artistes qui ont voulu représenter ces déesses de l'époque. Et le deuxième terme, Hottentot, lui, c'est quelque chose d'improbable. Donc, Hottentot, Hottentote, peu importe comment on le prononce, parce qu'en réalité, c'est une invention totale, pure et dure. Il y a énormément d'informations d'origine, de sources là-dessus. J'ai choisi de vous en présenter deux. Donc, Édouard Thierry, qui est un voyageur anglais, dira qu'il s'agissait de définir ce peuple-là parce qu'il communiquait avec la langue, et donc on les a appelés Hottentots. Un autre voyageur, un commandant français, dira en 1620 que ce peuple a l'habitude de prononcer un terme au début, au milieu et à la fin des chansons, Hotintou, d'où viendrait peut-être cette dérivation vers le Hottentot. Les Khoi San, comme on peut les appeler également, donc le mélange entre les Khoi et les San, et le peuple dont est issue justement celle qu'on va appeler par la suite la Vénus Hottentote. Donc c'est un peuple qui fait partie des plus anciens, donc le peuple le plus ancien de l'humanité en réalité, et ils ont laissé un témoignage direct de leur ancienneté, de leur robustesse, de leur intelligence, c'est l'art rupestre. L'art rupestre, c'est l'art de graver, de laisser des dessins sur les parois des rochers en extérieur. Le peuple San gravait leur environnement. Donc ils gravaient notamment les animaux qui se trouvaient dans leur environnement, mais ce n'est pas simplement gravé pour rien. Quand on a la gravure, il faut comprendre le cheminement. Donc on a une personne de l'époque de la préhistoire qui a consciemment choisi ses outils, ses pigments, qui a consciemment choisi une gestuelle particulière pour obtenir ce résultat. Il y a de moins en moins d'art rupesque parce qu'en réalité, étant donné que c'est un art qui se grave sur des parois à l'extérieur, les parois des rochers ou les façades, les flancs des montagnes, c'est quelque chose qui va facilement être en danger face aux intempéries, au climat, au soleil et en dégradation au plein air tout simplement. Et pourtant, là, on a un témoignage direct de ce peuple très ancien de l'humanité qui nous donne des informations sur son mode de vie. L'art rupestre, c'est aussi une peinture qui nous donne des informations sur l'histoire du peuple, puisqu'on a des batailles qui sont gravées sur ces rochers, on a des stratégies qui sont élaborées sur ces rochers, on a des informations économiques sur ce peuple grâce à ces peintures sur ces rochers, on a le témoignage direct de ce peuple sur ces rochers, des lieux et des façades qui sont choisis consciemment.
Elles vont être choisies dans le but d'être en harmonie avec le lieu habité. Donc c'est un peuple nomade, chasseur-cueilleur, mais qui s'arrête de temps en temps et qui vont graver sur les rochers afin de continuer à vivre dans cet environnement-là et donner des informations et communiquer à la population, aux membres de la communauté. Mais c'est également une façon de graver sur les rochers pour avoir des informations stratégiques. C'est-à-dire que si on se trouve un peu plus de loin, on est parti chasser ou cueillir, on s'est éloigné du campement, on s'est éloigné de la communauté, il va y avoir des gravures qui vont nous permettre de nous orienter vers la communauté ou même en dehors. Donc ces gravures-là sont consciemment choisies et il y a une stratégie derrière, il y a une intelligence dans ces gravures-là. Les San étaient également des grands agriculteurs qui ont élaboré des systèmes afin de protéger non seulement leur bétail, mais également le fruit de leur cueillette. Et donc, lorsque ces explorateurs arrivent sur la côte, avec cette envie de civiliser ce peuple exotique, ayant fait des semaines et des mois dans des bateaux et dans des conditions de plus en plus compliquées et ayant soif et faim, parce que finalement, on peut effectivement avoir les ressources qu'il faut dans le bateau, mais c'est des ressources qui sont finies. On n'est pas sur une terre, on est sur un bateau. Ils ne peuvent pas repartir en disant que ces peuples-là se débrouillent très bien, ils n'ont pas du tout la même façon de vivre que nous. On va plutôt commencer à élaborer un plan, parce qu'on veut continuer à aller là-bas, il y a quand même pas mal de ressources, il y a quand même pas mal d'épices à ramener, donc il faudrait qu'on trouve l'astuce pour faire des allers-retours jusque là-bas. Et donc leur astuce là-dessus, c'est de qualifier ce peuple de cannibale. Donc dans ces contrées lointaines, il y a des sauvages, des cannibales, des personnes avec des visages à la place du torse, des personnes avec 2 têtes. Donc les peuples, donc ces personnes qui restent en réalité sans voyager, ces non-explorateurs. Les années passant, cette région d'Afrique va être esclavagisée, colonisée. Il va y avoir un partage de l'Afrique via la conférence de Berlin et cette partie de l'Afrique va se nommer le Cap de Bonne-Espérance. Ces conditions-là que va naître celle qu'on va appeler par la suite la Venus Hottentote. Elle sera vendue très petite à un fermier anglais. Nous sommes au XVIIIe siècle, de l'autre côté de l'hémisphère, et il y a des lieux qui font fureur. Ce sont les zoos humains. Donc là, on a un peuple qui a décidé d'extraire un type de population, que ce soit les Noirs ou les Asiatiques par exemple, et on reconstitue des villages. Donc on ramène un peu l'exotisme de là-bas ici. Comme ça, vous pouvez voir, comme ça, vous n'avez plus besoin de lire dans les livres, il ne s'agit plus de littérature, vous allez le voir pour de vrai. Donc on a l'exotisme, le voyeurisme à son paroxysme total. De l'autre côté de l'hémisphère, qu'un voyageur anglais va aller à la rencontre du propriétaire de Venus Hottentote. Quand il raconte ce qu'il a en sa possession, il voit les billets, il voit ses poches se remplir, il voit la fortune. Dans un texte assez intéressant, on nous parle de ces spectacles de masse. Et donc là, on a affaire à une logique qui m'échappe totalement. Donc, pourquoi la Venus Hottentote et toutes ces personnes qui ont été exploitées, exposées, humiliées dans ces zoos humains seraient payées? Est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'on est exploité de cette manière-là, on gagne, soi-disant, ta pièce, tiens, tu es payé, qu'est-ce que tu fais de ton salaire? Tu vas aller te balader dans les rues pour aller t'acheter à manger, pour aller t'acheter des vêtements,
sachant qu'on t'a vu déjà dans le zoo. Donc toi, en tant qu'animal du zoo, tu peux aller te balader à l'extérieur pour faire ta vie. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà les Western Union, donc tu pouvais envoyer l'argent au pays pour les gens qui étaient sur place, et toi, tu étais ici, tu amassais l'argent pour les gens qui étaient restés là-bas? Parce que je ne comprends pas bien, en fait, ce terme payé et sous contrat. Dans l'époque dans laquelle ils étaient, dans le contexte dans lequel ils étaient, de quoi on parle. Par la suite, on va nous dire, on va appuyer le fait qu'effectivement, il y a eu accord de Sarah Baartman, puisqu'il va y avoir un procès. Il va y avoir une organisation qui va prendre conscience de cette humiliation, de cette exploitation, de cette barbarie, et qui va faire en sorte que le propriétaire de celle qu'on va appeler par la suite la Vénus Hottentote et cette femme elle-même puissent se rendre dans un tribunal. De toute façon, on est dans cette situation où il y a un procès, certes il y a un traducteur, et il va y avoir des questions qui vont être posées à celle qu'on va appeler la Vénus Hottentote, afin de savoir si elle est sous emprise ou non. Est-ce que réellement, peu importe la réponse qu'elle dira lors de ce procès-là, elle a été vendue très petite. Elle a vu son peuple être massacré. Toute sa vie était déshumanisation. Toute sa vie était d'une tristesse incroyable. Et vous pensez que c'est au moment du procès, au moment où elle va se retrouver dans une salle entourée de blancs, entourée d'un peuple qui n'est pas le sien, d'une communauté qui n'est pas la sienne, et d'un système qui n'est pas le sien, c'est là qu'elle va se révéler et dire que « Oh, aidez-moi ». Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans la façon de faire les choses là-dessus ? À la suite de ce procès, on va perdre totalement la trace de cette femme. Et puis, quelques années après, en 1814, elle va arriver en France, accompagnée de son propriétaire, de son esclavagiste, de son bourreau. Et petit à petit, l'engouement face à ce genre de spectacle va être... Elle a été totalement déshumanisée, totalement exploitée, totalement animalisée. Et même après sa mort, puis son corps, le modelage de son corps va être exposé encore pendant quelques années au musée de l'homme. Et c'est que très récemment que le peuple de l'Afrique du Sud va récupérer le corps de cette femme. Si tu es arrivé jusque-là et que tu es un artiste, un artisan, un illustrateur, un créateur, un designer afrodescendant, j'ai créé une mini-formation gratuite, sans prétention, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être effrayé par l'artisanat et par ce patrimoine culturel. Il ne s'agit plus d'être dans juste l'esthétique, de faire du beau sans sens, sans conscience. Il s'agit aujourd'hui de développer son esprit critique. Il s'agit aujourd'hui de créer avec sens et conscience. Il s'agit aujourd'hui de comprendre son patrimoine culturel. Et cette formation-là, elle est là pour t'accompagner si tu en as besoin dans la création avec conscience, afin de t'aider également à développer ton esprit critique. Donc si c'est une expérience qui t'intéresse, si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, n'hésite pas à télécharger le PDF qui se trouve en description et également en commentaire épinglé.